ici, la voix de l'Amérique. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue dans Le Monde aujourd'hui. Voici les titres de votre journal. Présidentielle du 23 décembre en RDC, l'opposition toujours en quête d'un candidat unique. Ses leaders se sont retrouvés ce vendredi à Genève. Dans ce journal, nous irons à l'est du Cameroun où l'installation des réfugiés centrafricains dans un village a provoqué un besoin croissant d'infrastructures. Donald Trump attendu ce week-end à Paris. Il devra, avec d'autres chefs d'État, assister aux cérémonies marquant le centenaire de l'armistice. Bonsoir. Les tractations vont bon train dans le cadre des préparatifs de l'élection présidentielle du 23 décembre prochain en République démocratique du Congo. Sept ténors de l'opposition congolaise se sont donné rendez-vous à Genève pour tenter de désigner un candidat commun et faire taire leurs dissensions. Une rencontre qui intervient à moins de 2 mois d'un scrutin sous tension. 4 opposants restent en lice pour ce scrutin. Il s'agit notamment de Félix Tshisekedi, président de l'UDPS, Vital Kamerhe, ancien président de l'Assemblée nationale passé à l'opposition, le député Martin Fayulu et Freddy Matungulu. Moïse Katumbi, Adolphe Mouzito et Jean-Pierre Bemba n'ont pas été autorisés à figurer sur la liste officielle des 21 candidats à la succession du président Joseph Kabila. Pour comprendre les contours et les attentes de cette rencontre de Genève, allons à Bruxelles retrouver Henri Désiré Nzouzi, journaliste et analyste politique. Henri Désiré, bonsoir. Bonsoir, John. Alors, une candidature unique de l'opposition est-elle possible en RDC dans une élection où l'on note l'absence des poids lourds comme Moïse Katumbi et Jean-Pierre Bemba? Les données du problème sont extrêmement simples. Il faut désigner un candidat qui puisse être en capacité de rivaliser contre celui de la majorité. On peut déplorer effectivement qu'il y ait eu des exclus lors de la désignation des différents candidats, mais je pense qu'il faut avancer et cet exercice me paraît important pour l'unité de l'opposition. Alors, vous parliez du candidat de la majorité. L'opposition a exigé cette semaine le retrait de la candidature d'Emmanuel Ramazani Shadari, le candidat donc de la coalition au pouvoir. Aura-t-elle gain de cause? Non, bien sûr que non, ça fait partie du jeu politique. À chaque occasion, à chaque opportunité que l'opposition a pour mettre la pression sur le régime, eh bien, je pense qu'il faut la saisir. Ça fait simplement partie du jeu. Et parlant toujours de l'opposition et de sa candidature unique, on a souvent vu en Afrique que c'est une équation difficile à résoudre, celle d'une candidature unique. Au Congo, vous pensez qu'on va y arriver ? Mais écoutez, compte tenu de l'ego surdimensionné des différents prétendants, c'est un exercice extrêmement compliqué. Cela se résume finalement à un dilemme entre la passion et la raison et la capacité que l'opposition aura à assumer le choix qui sera fait. Pour ceux qui ont été invalidés, je dirais que c'est un moindre mal, puisque certains, peut-être par arrière-pensée politicienne, visent plutôt un report du scrutin, ce qui pourrait finalement relativiser la portée de cette candidature unique. Alors, il y a encore toujours le problème des machines à voter. Finalement, on s'achemine vers leur utilisation lors de ce scrutin du 23 décembre. Il y a deux hypothèses. Si le déploiement de ces machines à voter se fait normalement, ce dont je doute à titre personnel, eh bien on ira peut-être aux élections, mais avec des conséquences, je dirais, chaotiques. Mais dans le meilleur des cas, si un consensus devait se dessiner, probablement qu'un délai supplémentaire serait nécessaire pour garantir un scrutin transparent. Et quel sera le rôle du président Joseph Kabila dans toute cette préparation ? Son rôle est très simple. Article 70, alinéa 2, il reste en fonction jusqu'à l'installation effective du nouveau président élu. Henri Désiré Nzouzi, journaliste et analyste politique, merci d'avoir été avec nous.
Politique toujours, l'opposition togolaise ne participera pas aux élections législatives annoncées par le gouvernement pour le 20 décembre. Son leader Jean-Pierre Fabre estime que la CEDEAO veut se servir de la tenue du scrutin pour résoudre la crise politique qui secoue le pays. Mais toutes les conditions ne sont pas réunies pour une élection crédible et transparente, dit Jean-Pierre Fabre, qui réagit ici à l'annonce du gouvernement togolais au micro de Irénée Herman Umbo. Je crois que le gouvernement est dans une logique de provocation parce qu'il sait très bien que les élections normales, crédibles, transparentes, démocratiques ne peuvent pas avoir lieu là maintenant le 20 décembre. Je ne comprends pas comment on peut convoquer le corps électoral alors que le fichier actuel dont nous contestons la mise en place, parce que nous n'avons pas été associés à l'opération, que ce fichier-là, il n'est même pas encore dépouillé de tous les doublons, de tous les problèmes. Il est en train d'être audité. Le fichier n'est pas encore mis en place. Alors, allez-vous participer au scrutin ou non, pas du tout. On ne participe pas à des élections parce qu'il y a une date qui est fixée. Ça n'a aucun sens. Autre actualité, le président Idriss Déby Itno a procédé à un réaménagement ministériel au Tchad. Principal changement, la nomination de 2 nouveaux ministres à la sécurité et à la défense. Daoud Yahya, ambassadeur du Tchad en Centrafrique depuis 2016 et ex-directeur général de la gendarmerie tchadienne, occupe désormais le portefeuille de la défense. Mohamed Abba Ali Salah, précédemment gouverneur de la région du lac Tchad, devient le nouveau ministre de l'Intérieur et de la Sécurité. Ahmad Mahamad Bachir va au commerce. Omar Yaha Hissen est, lui, nommé ministre de la Communication et porte-parole du gouvernement. En Somalie, au moins 25 personnes ont été tuées et près de 40 blessées ce vendredi dans une série d'attaques selon des témoins et des sources hospitalières. Il y a tout d'abord eu l'explosion de 2 voitures piégées près de l'hôtel Sahafi et d'un des sièges de la police dans le centre de Mogadiscio, la capitale. Selon un responsable de la police, la plupart des victimes sont des civils et des gardes de sécurité. Une 3e explosion a eu lieu quelques minutes plus tard dans la même zone. Ces attaques pourraient être l'œuvre des islamistes Shebab affiliés à Al-Qaïda qui ont juré la perte du gouvernement fédéral somalien soutenu par la communauté internationale et les 20 000 hommes de la force de l'Union africaine en Somalie. Rendons-nous à présent à Gado Badjéré, un village situé dans la région de l'Est du Cameroun, à plus de 550 km de Yaoundé, la capitale. Un village où les réfugiés centrafricains se sont installés. Mais problème, leur présence là-bas a provoqué un besoin croissant en infrastructures de base pour le village, ainsi que sur le site d'accueil. Emmanuel Jultab, notre correspondant au Cameroun, est allé sur place pour voir cette situation de plus près. Voici son reportage. Une salle de classe de l'école publique du village Gado Badjéré, construite dans l'enceinte du site des réfugiés. Certains élèves suivent les cours à même le sol. L'effectif est pléthorique pour ce jeune instituteur. L'effectif va à 276 élèves, parmi lesquels on a 90 Camerounais et le reste sont les réfugiés. Un don en nouvelle salle de classe a été fait au village par le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés. Mais la demande reste forte. 1400 élèves et seulement 7 enseignants. Le besoin en enseignants est réel et pressant. Gado Badjéré a un seul centre de santé. L'affluence ne diminue pas dans les postes de santé créés sur le site des réfugiés. Les agents humanitaires disent travailler selon l'ordre de priorité sanitaire. Si quelqu'un est malade, de un, il lui faut quelqu'un qui traduit entre lui avec le médecin. Pour trouver ça, c'est difficile pour un monsieur qui ne parle pas en français. Avant qu'on le reçoive, souvent il va faire 2-3 jours. La Banque mondiale a décidé d'apporter une aide de 130 millions de dollars au gouvernement camerounais pour répondre aux besoins sociaux des réfugiés et des localités d'accueil. Il peut s'agir d'ajouter des salles de classe
ou d'ajouter certains éléments d'un centre de santé, ou ça peut être des points d'eau. Dès janvier 2019, la Banque mondiale entend financer les premiers projets en faveur des réfugiés et populations de cette ville qui accueille depuis 2014 25 349 réfugiés centrafricains selon le HCR. Emmanuel Jules-Tap à Gado Badjiré pour VOA Afrique. Au Malawi, la fièvre de l'or enflamme les campagnes. L'orpaillage est devenu l'activité principale des habitants du village de Natenje dans le centre du pays, après qu'un Indien fraîchement débarqué sur ces terres a eu la chance d'extraire quelques paillettes. Des précisions avec Irénée Herman Umbo. Natenje, village situé à une vingtaine de kilomètres du sud de Lilongwe, la capitale du Malawi. Il y a 4 mois, tout le village a tourné le dos aux champs et aux récoltes, souvent aléatoires, emportées par la fièvre de l'or et ses promesses d'une vie meilleure. Au début, j'ai travaillé à la pièce, mais c'était une perte de temps. Aujourd'hui, j'ai obtenu une portion de terre et j'ai commencé à chercher pour moi-même. J'ai vendu la première quantité à 25 000 kwacha, environ 35 $ américains. La deuxième fois, j'ai reçu 7 000 kwacha, environ 10 $. À Natenje, le spectacle est pratiquement le même tous les jours. Des dizaines de femmes et d'hommes creusent, piochent et tamisent les alentours de la rivière. Ils sont aujourd'hui plusieurs milliers à se presser au quotidien le long des berges, portant sur leur tête des tonnes de terre qu'ils lavent à grande eau, dans l'espoir d'y faire apparaître quelques grammes de métal jaune. Leur but est souvent nul, maigre au mieux les jours de chance. À l'incertitude de la chance s'ajoute celle des prix. Auparavant, nous payions 25 000 kwacha par gramme, mais le prix a baissé car nous vendons également à un prix inférieur. Parfois, nous payons 2200 kwacha pour 1 gramme et le revendons à 26 000 kwacha. Donc, nous ne sommes pas à blâmer pour ces bas prix. Leur activité commence à préoccuper sérieusement les autorités. Elle est non seulement dangereuse, mais surtout, elle échappe totalement à leur contrôle. Le gouvernement souhaite cependant régulariser le secteur en organisant les mineurs en association. Voilà. Le président Donald Trump va ce week-end en France avec des dizaines d'autres chefs d'État pour assister aux cérémonies marquant le centenaire de l'armistice qui a mis fin à la Première Guerre mondiale. Les relations entre les États-Unis et ses alliés sont assez tendues et la France a prévenu que le climat géopolitique actuel rappelle la situation entre les deux guerres. Un reportage de Henry Richwell, le récit est de Morgane Guiriec. En faisant le tour des champs de bataille cette semaine, le président français Emmanuel Macron a mis en garde contre les menaces qui pèsent sur l'Europe, qui selon lui doit créer sa propre armée. Nous devons nous protéger à l'égard de la Chine, de la Russie et même des États-Unis d'Amérique. Pour les autorités françaises, les relations avec les États-Unis ne seront pas affectées par les résultats des élections de mi-mandat où les républicains ont perdu le contrôle de la Chambre des représentants. Le président américain sera reçu demain, samedi, par son homologue français et on ne sait toujours pas si M. Trump va rencontrer Vladimir Poutine, son homologue russe, en marge des cérémonies. Un peu plus tard, M. Trump visitera le bois Belleau, qui a été le théâtre de l'une des batailles les plus féroces menées par les troupes américaines durant la Première Guerre mondiale. 1811 soldats américains ont péri dans l'attaque des positions allemandes. Les violents combats se sont déroulés au corps à corps et après 3 semaines, les troupes américaines ont conquis le bois Belleau le 26 juin 1918. Ils étaient confrontés à une intense feu ennemi, mais au lieu de se cacher, au lieu de battre en retraite comme c'était l'habitude des troupes à l'époque, en tendant les barrages d'artillerie pour les soulager, ils ont attaqué. À la fin de la guerre, 116 000 soldats américains sont tombés en défendant l'Europe. Un siècle plus tard, les relations transatlantiques sont tendues, mais l'alliance a survécu. Vous regardez Le Monde aujourd'hui en direct de Washington sur VOA Afrique.
Le Monde aujourd'hui en direct de Washington sur VOA Afrique. Voici les titres de cette seconde partie. Et une étude qui va surprendre beaucoup d'hommes. Attention messieurs, si votre femme est enceinte, votre régime alimentaire et vos activités sportives peuvent avoir un impact sur le bébé. Au Cameroun, des jeux vidéo qui suscitent un grand engouement. Ils sont l'œuvre de Kiro Game, une start-up locale. Et puis, ne manquez pas votre rendez-vous culturel de la semaine. Roger Moutou sera là pour Culture Hebdo. C'est vendredi et c'est l'heure de Culture Hebdo comme chaque semaine. Roger Moutou est au rendez-vous. Bonsoir et bienvenue. Merci beaucoup, Jan. Alors, Roger, on commence par les Spice Girls, j'ai failli dire les Spicy Girls. Alors, les Spice Girls qui annoncent leur réunion pour une tournée de 6 dates. Exactement, je ne sais pas si tu as dansé la musique des Spice Girls, non, en tout cas je l'ai fait. Les Spice Girls, groupe britannique féminin, John, qui avait rencontré un succès populaire dans les années 90, ont annoncé lundi à se reformer à l'occasion d'une tournée de 6 dates en juin 2019. Au Royaume-Uni, le quintet sera néanmoins incomplet. Victoria Beckham, qui avait participé à l'aventure initiale, ne fait pas partie du projet. Après s'être fait connaître au sein du groupe, elle est devenue une styliste respectée dans le paysage de la mode et forme avec l'ex-gloire du football David Beckham, l'un des couples les plus en vue, non seulement au Royaume-Uni, mais partout dans le monde, John. Y compris ici aux États-Unis. Alors, diversité, noir et imprimé au défilé Victoria's Secret à New York. Ça serait, si tu n'as pas encore pensé à quel cadeau offrir à madame. En tout cas, la marque américaine Victoria's Secret a organisé jeudi à New York son célèbre défilé de lingerie avec une distribution plus cosmopolite que jamais et une collection plus sobre que d'habitude. Plus de 23 ans après sa création, le Victoria's Secret Fashion Show reste un événement planétaire dont la production aurait coûté cette année, selon le magazine Harper's Bazaar, 12 millions de dollars, à la différence des défilés de mode traditionnels, John, où les mannequins ne doivent laisser transparaître aucune émotion. Le show Victoria's Secret laisse les modèles s'exprimer, sourire et jouer avec le public, John. 12 millions de dollars, beaucoup d'argent. Et on va en parler encore. Des tenues des scènes d'Aretha Franklin mises aux enchères à New York. Bien dit, John. On reste dans le vestimentaire moins d'un mois après le décès de la reine de la soul. La maison de vente Julien's Auctions a annoncé en novembre une vente autour des biens de l'interprète de Respect. Robes, chapeaux et autres accessoires aussi. Les estimations débutent à 800 $. Aretha Franklin est décédée le 16 août dernier de suite d'un cancer du pancréas. Les fans de la reine de la soul ont tout juste eu le temps de faire leur deuil que la maison de vente Julien's Auctions a annoncé sa nouvelle vente des vêtements ayant appartenu à l'interprète de Respect. Ces objets seront mis aux enchères demain samedi novembre en ligne et au Hard Rock Café de New York. Près de 30 robes, chapeaux et accessoires aussi de la diva. De 18 Grammy Awards seront attribués aux plus offrants. Les estimations s'y situent, comme j'ai dit, entre 800 et 4 000 $, John. La vente s'y tiendra chez Julien's Auctions dans le cadre de 2 jours consacrés aux icônes et aux idoles de la musique rock and roll du 9 au 10 novembre. Et tout de suite, place à notre agenda culturel. Et voilà, John, c'est tout pour notre Culture Hebdo de cette semaine. Merci Roger et on vous retrouve vendredi prochain. Excellent week-end. Merci. On reste en culture. Atifari Munongi, poète, conteuse et enseignante à la retraite, a construit une réplique d'une maison traditionnelle dans sa propriété de Marlborough à Harare. On peut y découvrir des outils anciens de ferme, de poterie et bien d'autres. Un voyage culturel accompagné d'histoires captivantes et des chansons sur les animaux, le folklore et les êtres surnaturels. Arzuma Compaoré nous en dit plus. Atifari Munongi est une légende à Harare.
Ayant grandi à une époque où l'éducation des femmes n'était pas une priorité, elle a décidé de retourner aux études après sa retraite. Et il y a 2 ans, elle a reçu un diplôme en sociologie, genre et développement, à 78 ans, devenant ainsi la femme zimbabwéenne la plus âgée à obtenir un diplôme. C'était un grand jour, je ne pouvais pas y croire. J'avais obtenu un diplôme, moi qui l'avais toujours rêvé. Depuis l'obtention de son diplôme, elle a également construit une réplique d'une habitation traditionnelle dans la banlieue de Harare afin de contribuer à la préservation du riche patrimoine culturel du pays. De nombreux aspects de la vie traditionnelle sont enseignés dans ce village. Cela contribue à enrichir l'éducation et la vie quotidienne des visiteurs. Achevé en 2017, le site comprend une case ronde, un enclos en bétail et une cage à lapins qui ravissent tous les groupes d'écoliers en visite. Je voudrais exhorter tous les jeunes enfants à visiter le village. Ils auront l'occasion de manger du maïs grillé, ils joueront à des jeux traditionnels comme le jeu de société Nrodo et ils écouteront des histoires folkloriques d'une grand-mère. Les femmes devraient essayer de rêver grand et ne devraient pas laisser les hommes rêver pour elles. Les femmes devraient rêver pour elles-mêmes. Des centaines d'enfants ont déjà visité le projet de Gogo Munonji et elle espère qu'il deviendra la pierre angulaire de l'éducation de chaque élève de Harare. Et voici une histoire qui va surprendre plusieurs personnes connaissent l'impact de la santé d'une femme, y compris son régime alimentaire et ses habitudes d'exercice sur la santé de son bébé avant même qu'elle tombe enceinte. Mais peu d'informations ont été relayées jusqu'ici sur le régime alimentaire et les choix d'activité physique du père. Eh bien, une étude récente a révélé que comme chez les femmes, il existe un lien entre la santé du père et celle de ses enfants à naître. Carole Pearson a fait un reportage sur le sujet. Blanche Sanouf nous en fait le récit. Matthew a toujours fait de l'exercice une priorité et maintenant il le transmet à ses fils. Je veux que ce soit naturel pour eux, que cela ne soit pas comme une corvée. Je veux qu'ils aient la volonté de sortir simplement, être actifs et profiter de la vie au maximum. Une étude a examiné l'impact des habitudes d'exercice physique d'un père avant la grossesse de sa partenaire. Même un exercice modéré peut être un avantage. Cela va améliorer leur métabolisme du glucose, diminuer leur poids corporel et augmenter leur sensibilité à l'insuline. Selon l'Organisation mondiale de la santé, un adulte sur 4 dans le monde est dangereusement inactif. L'inactivité augmente le risque d'obésité, d'hypertension, de maladies cardiovasculaires, de cancer et de diabète. Le centre médical de l'Université de l'Ohio a effectué des recherches sur les souris et constaté que l'exercice physique améliorait la santé de leur progéniture jusqu'à l'âge adulte. Si vous avez un père qui veut avoir un enfant et qu'il fait de l'exercice 1 mois seulement avant la conception, cela aura un effet vraiment dramatique sur la vie de son enfant. Les chercheurs ont également découvert que l'exercice physique aidait même avec une mauvaise alimentation. Les scientifiques ont été surpris de constater que les effets négatifs d'un régime riche en graisse étaient complètement annulés grâce aux exercices. À présent, un voyage dans l'univers des jeux vidéo. Kiro Games, l'une des startups numériques les plus prospères du Cameroun, est devenue un acteur majeur en dépit de nombreux obstacles en matière d'infrastructure. S'inspirant de la mythologie et de la culture locale, ces créations suscitent un nouvel engagement de la jeunesse. Irénée Herman Ngbo. Fondé en 2013, Kiro Game est devenu le premier studio de jeux vidéo d'Afrique centrale. Ses productions s'inspirent de la mythologie africaine plutôt que d'Hollywood. C'est le cas de son fantastique jeu de rôle Orion, l'héritage des Kori Odan. C'est la plus grande industrie d'aujourd'hui et elle dépasse même le cinéma. Et nous voulions en faire partie et faire entrer la culture africaine dans cette industrie, dans ce monde. Et les joueurs en sont ravis. On ne se reconnaît pas dans les jeux européens, mais dans ce jeu, on reconnaît nos styles africains et même l'histoire est parlant, vous voyez un peu. Ils ont souvent placé des petits contes et des faits divers que seuls les Africains reconnaissent. Le studio a fait face à ses débuts à des difficultés de financement et à des problèmes techniques et ses initiateurs ont dû apprendre par eux-mêmes.
Aujourd'hui, il offre des opportunités à beaucoup de jeunes. Kiro Games, c'était déjà un exemple pour moi. Et venir ici, c'était vraiment dans le but de réaliser mon rêve dans le domaine artistique. Les fondateurs de Kiro ont mis en place une plateforme éducative en ligne appelée Robuntu qui forme les jeunes Camerounais à la gestion des obstacles dans le monde des affaires. Depuis son lancement en juin dernier, le programme a déjà enregistré l'adhésion d'1 millier de personnes désireuses de créer des entreprises axées sur la technologie. D'un univers à un autre, que diriez-vous d'une visite dans un environnement où les grenouilles occupent la scène? À l'écran, voilà ce que ça donne. 6 grenouilles en peluche assises autour d'une table avec un bol de nourriture. En fait, nous sommes là dans le monde unique du musée de la grenouille en Suisse qui contient 108 grenouilles. Ces grenouilles ont été créées entre 1848 et 1860 par François Perrier, un officier napoléonien qui souhaitait documenter la vie quotidienne des humains de l'époque selon l'Office du tourisme local. Un monde des grenouilles donc. Autre chose, si vous êtes un mordu de l'histoire de la Tour Eiffel, vous pourrez peut-être vous procurer cet escalier ordinaire de l'édifice. Il est exposé depuis hier jeudi à la maison Arcurial à Paris. Il sera vendu aux enchères le 27 novembre prochain. En fer forgé, boulonné, l'escalier reliait le 2e étage au 3e étage de la Tour Eiffel à sa construction qui a eu lieu en 1889. Ce morceau d'escalier fait partie de 24 tronçons qui avaient déjà été vendus en 1983. Il vous faudra débourser 60 000 € pour l'avoir si son prix ne s'envole pas d'ici là. Beaucoup d'argent donc pour avoir cet escalier. C'est la fin de ce journal. Merci à toute l'équipe qui l'a préparé et à vous de l'avoir suivi. Demain est un autre jour. D'ici là, excellent week-end à toutes et à tous.